Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle rencontre avec des acteurs locaux. On garde la même formule, entre autres des gens du Relais pour la vie. Le 10 juin prochain, vous serez interpellés pour vous rendre à l'école Leblanc pour marcher, pour donner de l'espoir, évidemment, puis supporter cette cause contre le cancer menée par la Société canadienne du cancer. Cinéma aussi avec The Guardian, Les Gardiens de la Galaxie. C'est un film très attendu, box-office record pour ce film. On en parle un peu plus tard aussi, et multiples autres aussi acteurs locaux qui nous donneront différents sujets pour la saison estivale à venir. Et puis, c'est sûr que ce qui, présentement, nous fait réagir, c'est ces inondations. L'état d'urgence qui est décrété, Laval ne fait pas exception à plusieurs autres endroits au Québec. Le maire de Laval, Marc Demers, entouré de quelques ministres, qui a décrété l'état d'urgence sur le territoire lavallois au cours des derniers jours. Et cette mesure confère à la municipalité des pouvoirs spéciaux, mesure d'urgence, soit à l'heure où on se parle de 142 résidences et 80 rues qui étaient inondées. Et c'est un pouvoir à utiliser avec discernement, affirme M. Demers. Notre priorité, la sécurité des gens, l'état d'urgence nous permettra de réagir plus rapidement. Et avec cette mesure prévue à la loi sur la sécurité civile, la Ville de Laval pourra contrôler l'accès aux voies de circulation concernées par les inondations. Elle peut aussi réquisitionner des moyens de secours et engager toutes les dépenses et les contrats nécessaires. Et toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des gens, explique le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Nous voulons éviter des situations, des pertes irréversibles. Ça prendra quelques semaines pour revenir à un état normal. Et le ministre, d'ailleurs, de la Sécurité publique offrira alors un programme d'indemnisation aux villes admissibles, comme Laval, vers une évacuation obligatoire. Les autorités auront aussi la possibilité d'ordonner l'évacuation des personnes pour veiller à leur sécurité. Et d'ailleurs, au moment de vous présenter ces nouvelles, certaines personnes dans les îles de Laval refusaient de quitter les lieux. C'est ce qu'a remarqué un policier en faction près du pont entre les îles Bigra et Verte, dont l'accès est bloqué par le courant. Il mentionne que c'était dangereux, on ne peut pas garantir leur sécurité. L'état d'urgence nous aide certainement pour assurer leur sécurité, même si ça veut dire de les obliger à quitter leur demeure. Un peu plus loin, d'ailleurs, sur le chemin des Trilles, une femme, mère de 2 enfants, qui a décidé de tenir le phare dans sa maison. Elle mentionne que tant que j'ai de l'électricité, ça ira, dit-elle, alors que l'eau commence à percer le mur de sac de sable à 1 mètre seulement de son domicile. Si on m'oblige à quitter, j'obéirai, mais pour l'instant, je reste. On peut comprendre, c'est souvent le gain d'une vie, une maison, des biens sentimentaux aussi. Et l'apogée de la situation, du côté du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, David Hurtel, on affirme que la situation est à son apogée, heureusement. Il y a de l'espoir, lance-t-il. On est présentement au débit maximum anticipé et selon le modèle actuel, on n'entrevoit pas d'augmentation exponentielle. On devrait même voir tout ça diminuer d'ici la fin de semaine. Et si les pluies cessent, la situation devrait donc se stabiliser dans les prochaines heures. Et pour assistance, d'ailleurs, si vous pensez avoir besoin, n'ayez pas de crainte et n'hésitez pas à communiquer au 311. C'est ce que d'ailleurs le maire de Laval, Marc Demers, vous invite à faire. Il mentionne que c'est une équipe de plus de 400 personnes qui fera tout pour vous aider rapidement. C'est aussi à ce numéro que les personnes qui veulent aider pourront laisser leurs coordonnées. On a toujours besoin de bénévoles, des volontaires qui sont appelés à se mobiliser pour les gens qui sont dans le besoin. Donc toujours en paraphrasant les dires du maire. Une autre histoire qui fait jaser beaucoup, fait réagir, c'est un pitbull qui a été abattu pendant l'arrestation de 2 mafieux. C'est dans le quartier de Vimont qu'on vous précise les événements. 2 individus cagoulés qui sont entrés par effraction dans un domicile de la rue Antoine Forestier. C'était le week-end dernier, le 6 mai, avant de prendre la fuite, ce qui a conclu et conduit à une arrestation par 3 policiers, dont l'un a dû abattre un chien pitbull chargeant son collègue qui tentait de passer les menottes à son maître. La scène s'est déroulée sur la voie de service de l'autoroute 13 Nord en début d'après-midi, après qu'une chasse à l'homme eut été engagée sur l'autoroute 440 Ouest. Quand ils ont intercepté le véhicule des suspects, les patrouilleurs en ont fracassé une vitre et voyant son maître se débattre aux mains des policiers, jappant et se comportant déjà de façon agressive, dit-on. Selon la version policière, le pitbull s'est porté à son secours. C'est à ce moment qu'un agent fait feu, achevant l'animal des 2 dernières balles peu après, alors qu'il agonisait. Et précédemment, les individus avaient commis une évasion de domicile dans une maison où se trouvait une dame de 49 ans, un jeune homme de 21 ans et un adolescent de 12 ans.
Ils avaient rebroussé chemin, n'ayant pas trouvé la personne qu'ils tentaient de rencontrer, soit le Lavallois Francesco Del Balso, 47 ans. C'est un lieutenant du clan Rizzuto qui a été arrêté quelques heures plus tard en raison d'un bris de condition, ne portant plus son bracelet GPS. Et d'ailleurs, on vous envoie là, donc, à la conférence de presse du service de police, M. Pierre Brochet, pour la mise au point des événements qui a tant fait jaser au cours des dernières heures, les derniers jours ici à Laval. Tout d'abord, je vais vous expliquer dans quel contexte les policiers travaillent. Tout d'abord, cette intervention-là, c'est vraiment une intervention à haut risque. C'est une intervention qu'on fait même dans le métier de policier. C'est une intervention qui n'arrive pas si souvent. C'est une intervention où tu es face à des gens sûrement armés et à une criminalité de haut niveau. Donc, il faut mettre ça dans le contexte. Et de façon un peu plus large dans le contexte, c'est ce qu'on vit au niveau de la ville de Laval. Vous savez, depuis que je suis arrivé ici, j'ai différentes priorités. Une de mes priorités, c'est le crime organisé. Combattre le crime organisé. Vous savez toute la place que prend le crime organisé à Laval. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai mis en place Equinox, une équipe spécialisée sur le crime organisé. On est très, très impliqué dans les équipes régionales mixtes sur le crime organisé aussi. Donc, on travaille très fort à ce niveau-là. Vous donner un exemple, puis c'est important de préciser dans quel contexte pour expliquer après comment les policiers peuvent réagir suite à un appel. Vous savez, quand même, en dedans d'une année, on a 3 homicides de leaders de la mafia italienne sur le territoire. Fait que les policiers sont dans ce contexte-là. Alors, plus précisément sur notre événement, dans les faits, il y a un appel qui est logé au 911 pour une invasion de domicile. Une invasion de domicile à une adresse qui est connue des policiers. C'est important de le préciser. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'au domicile concerné, on a des individus qui sont entrés, cagoulés, et qui ont menacé une dame de 49 ans et un jeune homme de 21 ans. Il y a également un enfant de 12 ans dans la résidence. Le suspect a exhibé une arme, il est violent, il fait des menaces. Il veut voir le résident qui est absent et il quitte au volant d'un véhicule. Donc, à l'arrivée des policiers, le suspect se sauve et les policiers prennent en chasse les suspects qui sont dans un véhicule. Donc, il y a une poursuite qui s'enclenche. On voit à la hauteur de la 440, il y a des objets qui sont lancés par la fenêtre. Les suspects se débarrassent d'objets. Et un peu plus tard, l'interception se produit. Donc, le véhicule suspect perd le contrôle de son véhicule. Puis, dans la bretelle de l'autoroute 440 Ouest, 13 Nord, l'interception s'effectue à ce niveau-là. C'est à ce moment-là que les policiers interpellent 2 individus. Donc là, il y a une intervention qui est faite, puis je le répète, là, ça, c'est des interventions de très haute intensité. C'est-à-dire que là, tu es devant une situation où tu sais qu'il y a eu ce qu'on appelle une invasion de domicile. Tu sais que les 2 suspects sont armés. Tu as des informations, tu connais l'adresse où les 2 suspects ont été vus armés. Et là, toi, comme policier, là, tu dois procéder à l'arrestation de ces individus-là. Donc, c'est des moments où la tension est extrêmement élevée, puis on a des bonnes formations là-dessus, mais c'est quand même une intervention à haut risque. Fait en sorte que les policiers interviennent et lors de l'intervention, au moment où ils maîtrisent les 2 suspects, donc il y a 3 policiers sur les lieux, puis il y a 2 suspects qui doivent être maîtrisés. Ce qu'ils constatent lorsqu'ils sortent les suspects du véhicule, c'est qu'il y a un chien dans le véhicule qui est agressif, qui jappe, qui démontre beaucoup d'agressivité. À ce moment-là, les policiers continuent tentent de menotter les individus. Et pendant qu'ils sont en train de menotter les 2 suspects, le chien en question charge sur un des policiers. C'est à ce moment-là qu'il y a des coups de feu qui sont tirés. Par la suite, et c'est là qu'on voit, et je peux comprendre jusqu'à un certain point, comment la jeune femme, sur ce qui a été témoin de l'événement, a pu se sentir. Mais j'ai moi-même parlé aux policiers impliqués. J'ai même parlé au policier qui a utilisé son arme à feu. Et c'est vraiment un geste d'empathie. C'est-à-dire, le chien est agonisant. Le chien est déjà blessé gravement.
Et ce qu'il voit, le policier, c'est que le chien souffre. Donc, le policier, les deux dernières balles, là, il y a des balles qui sont tirées effectivement pour mettre fin au jour et mettre fin aux souffrances du chien en question. Mais il faut comprendre que l'on est, je le répète, intervention au risque, le chien veut charger les policiers. Puis ce qu'on comprend, c'est que l'un des individus menottés est le maître du chien. Ça fait qu'on peut comprendre comment un chien qui veut protéger son maître peut réagir. Ça m'amène à vous parler évidemment du volet de tout ce qui s'est passé dans les médias sociaux. Vous savez, les policiers ont un métier extrêmement difficile, puis ils doivent réagir dans une fraction de seconde, bien souvent. Et là, suite à une vidéo qui est diffusée dans les médias sociaux, on voit, on a plus de 900 commentaires dans les réseaux sociaux. Et parmi ceux-ci, il y a des commentaires qui sont totalement déplacés. Évidemment, jamais je vais tolérer qu'on tente d'intimider ou qu'on fasse des menaces envers mes policiers. Ça a toujours été un principe de base pour moi, puis jamais je vais tolérer ça. C'est pour ça que déjà, il y a eu une arrestation d'une personne qui a effectué des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ma position est très claire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important de faire comprendre aux gens qu'on peut comprendre qu'il y a une liberté d'expression. C'est ce que ça permet, les médias sociaux. Mais plus important encore que la liberté d'expression, il y a quand même des limites. On ne peut pas dire des choses qui ne seraient pas acceptables en personne sur les médias sociaux sans risquer qu'il y ait des conséquences. Je pense qu'il faut que les gens utilisent leur discernement et que les commentaires soient plus mesurés, si on veut, sur les médias sociaux. Donc, je le répète, je ne peux pas, comme directeur de police, tolérer que mes policiers soient victimes de menaces de mort via les réseaux sociaux. Au niveau de l'intervention, au niveau de l'usage de l'arme à feu sur un animal agonisant, je tiens à souligner que c'est des interventions qui se font quand même plusieurs fois par année sur le territoire. Et c'est connu. Donc, il y a différents types d'animaux qui sont blessés, agonisants, qui sont en souffrance. Par exemple, ce qui arrive régulièrement, c'est un chevreuil peut se faire frapper sur le territoire, un chien, un chat. Et les policiers ont le pouvoir, et même le devoir, d'agir dans ces circonstances-là pour mettre fin aux souffrances de l'animal. Évidemment, quand tu es témoin de ça, c'est rarement gracieux, hein, évidemment. Et surtout quand tu vois l'intervention hors contexte. Mais je le répète, cette intervention-là, je tenais à vous souligner dans quel contexte ça a été fait. L'intervention a été bien effectuée. D'ailleurs, j'ai parlé à chacun des policiers. Puis l'intervention a vraiment été faite dans les règles de l'art. Mais le message est surtout de dire, soyons prudents sur les médias sociaux. Les policiers ont un métier difficile à faire. Ils sont constamment à gérer le risque. Et ils interviennent dans des situations extrêmement délicates. Et souvent, même leur vie est en danger. Donc, on doit démontrer beaucoup de prudence lors de l'utilisation des médias sociaux. Écoutez, c'est un peu le message que je voulais vous passer ce matin. Donc, la confiance est entière à mes policiers. Je peux vous dire ça. J'ai entièrement confiance en leur intervention. Avec la lecture que je fais de l'événement s'est bien déroulé dans les règles de l'art, puis je réitère ma confiance. Bon, merci beaucoup, M. Brochet, pour cette intervention qui est venue éclaircir plusieurs points. Et âgés dans la mi-vingtaine et début trentaine, les deux prévenus font face à des accusations d'introduction par effraction, possession d'armes à feu et menaces. C'est ce qu'a expliqué Évelyne Boudreau. Et ils ont comparu d'ailleurs dans l'après-midi du lundi 8 mai dernier. Un pédophile récidiviste aura agressé 2 autres enfants. Un homme de 23 ans est arrêté sur les lieux de son travail, un café Tim Hortons du boulevard Curie-Labelle, dans la matinée du 3 mai, après qu'une famille lavalloise eut déposé une plainte persuadée que ce pédophile s'en est pris à 2 de ses enfants. Cet homme se retrouverait déjà sur le registre national des délinquants sexuels pour des événements remontant en 2013 du côté de Salaberry de Valleyfield, sur la rive sud de Montréal. Depuis, il a déménagé plusieurs fois pour finalement arriver à Laval. De
relater le père d'un garçon de 9 ans qui aurait subi des attouchements. Il a connu ma sœur sur Facebook. Ils ont vécu ensemble, notamment chez notre mère. Aussi victime potentielle, ma nièce de 18 mois n'a plus été la même après faisant plein de cauchemars. Cette fois, l'homme a été arrêté pour des gestes qui auraient été posés sur une période de 5 mois. 2 dénonciations auraient été déposées pouvant éventuellement mener à diverses accusations de bris de conditions et de gestes d'ordre sexuel. Ma mère aurait été témoin d'un geste complètement déplacé quand il a posé son téléphone cellulaire sur le renflement de son pénis pour ensuite demander à ma nièce de venir le chercher, de continuer le père de famille. Il se ferait toujours pour garder les enfants. Après la rupture entre la jeune femme et ce pédophile, la famille a effectué des recherches sur Internet et trouvé rapidement des traces de son passé de délinquant sexuel. Parmi ces conditions, il ne doit pas s'approcher de parcs et de cours d'école avec des enfants durant 10 ans, mentionne le père. Il aurait également dû nous parler de ses antécédents, ce qu'il n'a pas fait. Heureusement, les policiers ont été très gentils. Ils ont fait un travail remarquable. Le père s'inquiète énormément pour le sort de d'autres enfants, sachant que cet homme fréquenterait beaucoup d'amies féminines, principalement des mères célibataires, via les réseaux sociaux. Je ne voulais pas poursuivre, dit le propriétaire de Bijoux, le magicien Domenico Gatto, qui poursuit pour 15 000 $ une école primaire de Laval où son chien a été écrasé à mort, réplique à ceux qui l'accusent de vouloir faire un coup d'argent. Je ne voulais pas poursuivre, a-t-il dit en entrevue à Denis Lévesque. J'ai demandé à la directrice de parler quelques minutes aux enfants juste pour leur dire que quand des choses ne vous appartiennent pas, il ne faut pas toucher. Ça ne nous appartient pas. Et quand quelque chose comme ça arrive, nous, on a de la peine. On a pleuré pendant des jours. On n'était pas capable de rester dans la maison vide et on a acheté un autre chien. À la fin d'un spectacle qu'il venait de donner à Socrate des Mostènes, M. Gatto a trouvé son petit terrier de Yorkshire qui faisait également partie de ses représentations, inanimé dans un sac de transport. La commission scolaire a bien voulu tenter d'en arriver à un règlement, mais ce n'était pas suffisant selon Franca Cufaro, sa conjointe et son adjointe. Ils nous ont fait une offre, mais l'offre ne nous couvre même pas les frais de remplacement de chiens et 15 000 $ ne nous rendront jamais Bijoux, a-t-elle ajouté. On a des frais qui ont été encourus et s'ils avaient au moins reconnu leur responsabilité, il y a un manque de responsabilité de la part de l'école à cause de la surveillance des adultes, termine-t-elle. En attendant, Domenico Gatto essaie de dresser son nouveau chien pour pouvoir l'intégrer dans ses spectacles. Je suis en train de l'habituer devant les gens pour toucher. Il ne jappe pas et il ne pleure pas, a-t-il expliqué. J'ai déjà fait un spectacle après 5 ou 6 mois qu'on l'a, mais je ne veux pas le stresser trop. C'est un jour à la fois. Sensibiliser les jeunes à la protection des renseignements personnels. Des élèves de 4e secondaire du Collège citoyen ont appris quelques trucs concernant l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux grâce à la journée de sensibilisation. Ce que tu publies, pense-y, qui a fait un arrêt à Laval le 1er mai. La ministre responsable de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques, Rita DeSantis, s'est jointe au porte-parole de la campagne, Nicolas Ouellette, pour rappeler la nécessité de protéger ses renseignements personnels lorsqu'on utilise les applications et les sites Web. On divulgue beaucoup d'informations sur soi-même sans y penser, affirme d'entrée de jeu Mme DeSantis. Nous possédons un réel pouvoir sur la protection des renseignements personnels. En connaissant les risques que représente une trop grande exposition de sa vie privée, les jeunes pourront mieux se prémunir contre les situations désagréables et même les éviter comme le vol d'identité ou l'atteinte à la réputation. J'espère que les jeunes se posent les bonnes questions. La ministre a parlé notamment de la gestion du risque. Le risque est toujours là, mais nous voulons qu'il soit le plus petit possible. J'ai apprécié l'intérêt des jeunes des écoles visitées quand on parle de géolocalisation. Ils écoutent attentivement. Est-ce que vous voulez que vos parents sachent où vous vous trouvez? Ils répondent non. Mais pourquoi laissez-vous des inconnus avoir accès à vos renseignements? Alors voilà, très bonne question pertinente qui a aussi été soulevée lors de cette allocution. Et afin de bien faire passer le message, la ministre n'a pas eu peur de faire appel à la crédibilité de Nicolas Ouellette comme porte-parole de la tournée. Ce dernier est connu comme des jeunes voilà comme animateur, chroniqueur et reporter sur le web et à la télévision. Il a notamment animé l'émission Vrac Attaque sur Vrac TV et créé un concept web intitulé Moins 25. Le messager est important, passionné des nouvelles technologies. Nicolas peut avoir une conversation franche et dynamique avec les jeunes sur des notions qui leur semblent plutôt abstraites, comme la vie privée, mais qui sont rattachées à des exemples concrets
souligne la ministre. Nicolas Ouellette, lui, constate finalement au terme de la rencontre que plusieurs élèves changent leurs paramètres de confidentialité ou désactivent la géolocalisation. Il est important de dire aux jeunes que tout ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux reste là en permanence. Ils sont surpris de voir que des grandes entreprises comme Snapchat, Instagram, Facebook et autres peuvent se servir de leurs renseignements personnels. La directrice de l'école, Myriam Stephens, croit en l'importance de la sensibilisation. Certains élèves se pensent intouchables. Ils ne voient pas l'intérêt pour des étrangers d'essayer de rentrer dans leur ordinateur, tablette ou cellulaire. Cette rencontre a permis à certains de se poser des questions. Pour sa part, le député de Fabre, Monique Sauvé, affirme qu'il faut protéger les jeunes comme les pièges du cyberespace. Les jeunes ressentent aussi une pression de leurs amis à mettre des choses sur le web. On fait comme nos amis font. Oui, la sensibilisation est importante. Tu n'es pas obligé de faire comme ton ami. La tournée qui a pris d'ailleurs son envol en décembre se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une quarantaine d'écoles ont déjà été visitées et celle-ci se veut aussi un échange avec les jeunes au-delà de donner simplement des exemples de risques potentiels et des meilleures pratiques à appliquer. Les capsules vidéo d'information sont également mises en ligne sur le site www.pensez-y.gouv.qc.ca. Et par ailleurs, Rissa Raffet et Gerber Kar-Sanguera, qui font partie de l'équipe média au Collège citoyen, ont eu la chance de poser des questions à la ministre responsable, justement pour pouvoir alimenter les discussions. Nous avons adoré notre première expérience. On racontait les jeunes filles de première secondaire. Les journalistes en herbe en ont profité pour poser des questions à la hauteur de ces lignes pour en savoir d'ailleurs beaucoup plus sur le métier de journaliste. C'est alarmant, ça touche tout le monde parce que les chiffres sont vraiment là, éloquents pour avancer ce que je dis, c'est-à-dire qu'une personne sur deux sera touchée de près ou de loin, mais par le cancer. Et justement, le relais pour la vie qui se tient annuellement, toujours fin mai, mi-juin se tient les relais pour la vie partout au Québec et ici à Laval, à l'École Leblanc cette année, le 10 juin prochain, de 19h à 7h, parce que le cancer ne dort jamais. Et je suis pas mal content. Je suis très admiratif même. Je devrais aussi avancer d'avoir une survivante qui est avec nous, membre aussi du comité organisateur du relais pour la vie depuis plusieurs années qu'elle s'implique. Madame Lise Tremblay, merci d'être là. Ça fait plaisir. Vraiment, très touché de votre présence. C'est Madame, évidemment, Ariane Courville, qui est agente de développement pour la Société canadienne du cancer, qui chapeaute le relais pour la vie, moyen de ramasser des dons pour, évidemment, le combat contre le cancer. Et je veux qu'on reprécise ce que c'est le relais pour la vie, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas l'identité de cette activité et puis de tous les segments qui s'y retrouvent, qui sont tous très importants l'un et l'autre, qui ont tous leur vocation propre aussi. Alors, si vous pouvez m'en parler un peu, finalement, du relais pour la vie. Peu importe, qui veut commencer? La cérémonie des survivants, en fait. Le relais pour la vie, c'est la plus grande célébration, en quelque sorte? Célébration, oui, de la Société canadienne du cancer pour la plus grosse levée de fonds annuelle de la Société canadienne du cancer. Et le but du relais, il y a 3 buts. C'est célébrer, se souvenir et puis lutter. Rendre hommage aussi. Le point de départ du relais pour la vie, c'est la marche des survivants et de leurs aidants, parce que Dieu sait que c'est important, les aidants. Et c'est ça, c'est les survivants qui font le tour de piste, le premier tour de piste. Excusez. Vous êtes encore en émotion, hein? Toujours. À chaque fois que je parle de ça. C'est assez révélateur, justement, de... Puis... et par la suite, je pense qu'il y a une cérémonie des luminaires aussi. Oui, alors il y a la cérémonie des survivants où les survivants font le tour de piste et tout le monde les applaudit, tout ça. Puis c'est bon pour les survivants de voir qu'ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Et après ça, il y a la cérémonie des disparus, parce qu'on ne les oublie pas, ceux-là. Hein? Certainement pas. Ils sont toujours dans nos cœurs. Et, excusez-moi. Bien, il y a aussi tout à fait... la cérémonie des luminaires qui se font à la noirceur. Ça aussi, c'est très émouvant parce qu'on a un... On allume des lampions, des luminaires. On a les luminaires qui sont allumés, que les gens peuvent acheter en l'honneur de quelqu'un qui se bat contre le cancer ou qui a vaincu le cancer, ou à la mémoire de quelqu'un qui a perdu son combat. Oui. Et c'est notre seule source
d'éclairage. Oui, Oui, non, pour la vraiment. nuit, c'est ça. Donc, c'est votre source, aussi de motivation tout au long de la nuit parce que vous marchez pendant plusieurs heures. Vous en faites partie avec votre équipe, les Amis de l'Espoir, je crois. Oui, 9, parce que ça fait 9 ans que vous prenez part au relais pour la vie. Oui. Je veux qu'on parle un peu du relais pour la vie de cette année ici parce que, bon, ici à Laval, oui, il y a des étapes qui sont un peu partout les mêmes, c'est-à-dire partout à travers le Québec, puis où on célèbre le relais pour la vie. Mais ici à Laval, est-ce qu'on a une particularité locale? Est-ce qu'on a une saveur peut-être à nous qu'on va faire pour la prochaine édition? Ou... Je dirais, bien là, le relais Laval est rendu à sa 16e année. À 16e année. À sa 16e année. Je dirais qu'on voulait apporter quelques changements justement parce que le relais roule depuis, comme je dis, plusieurs années, en fait. Là, comme cette année, bien, nous, on a un animateur, dans le fond, depuis, c'est sa 3e année, là, présentement? Éric Rémy. Oui, qui Éric, on connaît bien. Il anime le relais pour la vie de Laval. Et aussi, dans le fond, cette année, ce qu'on voulait comme objectif, c'est avoir des artistes toute la nuit. Okay. Aussi, faire des spectacles toute la nuit. Je crois qu'on va y arriver pour pouvoir encourager... Donner un élément de motivation. Oui, exactement. Parce qu'au-delà du fait qu'on se rappelle des gens, puis des moments, des fois, peut-être un petit peu tristes, il faut quand même y aller avec l'espoir. C'est la lumière qu'on veut propager. C'est festif aussi. Oui. Il faut garder en tête cet état d'esprit-là, finalement. Oui. Et d'ailleurs, ces fonds qui ont été amassés depuis les 16 ans, par exemple ici à Laval, mais depuis toutes les éditions des Relais pour la vie, concrètement, pour les gens qui sont à l'écoute, est-ce qu'on peut nous dire un peu où va l'argent, quelles actions qui ont été portées grâce à cet argent-là? Oui, bien, dans le fond, nous, la Société canadienne du cancer, on s'occupe de 3 volets. Dans le fond, on investit dans tous les fronts, qui est la prévention, le soutien et la recherche. On parle beaucoup de la recherche, oui, mais la prévention, c'est justement, je vous donne un exemple, le cancer qui, je dirais, est le plus meurtrier, c'est le cancer du poumon. Okay. Donc, qui est 85 causé par le tabagisme. Donc, c'est là que la prévention entre en cours pour justement, ce qu'on a fait récemment, c'est on a révisé la loi concernant le tabagisme. Justement, comme la dernière loi qui est passée, je crois, c'était l'interdiction de fumer. C'est-tu la proximité des bâtiments, par exemple? Ou... Ça, non, ça. Okay. Mais je dirais celle que c'est interdit maintenant de fumer... Oui, il y a ça. Mais bref, il y a la loi récente pour le tabac. Donc, c'est ce genre d'intervention que vous pouvez faire à l'aide de fonds et de gens qui s'impliquent. Oui. Et parlant de gens qui s'impliquent, on a toujours besoin de bénévoles. Moi aussi, ayant pris part à plusieurs éditions, on a toujours besoin de bénévoles. Alors, les bénévoles qui nous écoutent, des équipes aussi. Parce que c'est des équipes de 10 et chaque participante ou participant doit amasser un certain montant d'argent. Et par la suite, on fait un cumul de tout ça. Exact. Est-ce qu'il y a un objectif monétaire cette année que vous vous êtes fixé pour Laval ici? L'objectif pour le relais... Le relais, oui. Oui, c'est 120 000. 120 000 120 000. Je crois qu'on va l'atteindre. Bien, on vous souhaite vraiment beaucoup. Et vous êtes la preuve éloquente. Vous allez bien. Ça va super bien. Vous êtes donc en pleine forme. Vous êtes toujours, comme on dit, là, en pleine forme pour marcher. Oui. Ça va très, très bien. Écoutez, j'ai arrêté les médicaments. Je prends des vitamines. Bon, ben c'est parfait. Puis merci de le faire pour tous ceux qui justement combattent un cancer présentement. Je pense que juste de ceux qui sont peut-être qui sont en fait malades, mais qui peuvent venir voir des survivants, le contact aussi de ces survivants-là. On peut transmettre quelque chose, un vécu, un don, une énergie. Exactement. Qui Puis est positive aussi. le relais est ouvert à tout le monde. Hein. Les gens peuvent venir voir, peuvent venir faire une couple de tours de piste avec les survivants, avec les équipes. Les applaudir. Les applaudir. Oui, effectivement. Et puis venir voir les spectacles. C'est très beau. Puis c'est magique de marcher sous la nuit, éclairé par les luminaires, sous les étoiles, sous la lune. C'est vraiment magique. On a l'impression d'avoir une genre de communication avec ceux qui sont disparus. Puis, bon, moi, c'est spécial. Je l'ai à chaque année avec ma sœur, justement, qui est disparue du cancer. C'est quelque chose que je prise vraiment beaucoup. C'est un moment... c'est vraiment... C'est unique. Oui, c'est unique. C'est vraiment unique. Moi, je dis toujours, il faut vivre ça une fois dans sa vie. Tout à fait. Et malheureusement, je dois écourter parce que c'est tout le temps qu'on a, mais je réitère l'invitation. C'est l'École Leblanc, le 10 juin prochain, 19h à 7h, le relais pour la vie ici à Laval. Un immense merci d'être passé nous voir. Mais merci à vous. Merci à vous. Puis bienvenue au relais.
On va vous faire un grand périple sur le territoire lavallois en quelques minutes seulement pour les prochaines semaines. Tout ce qu'il y a à faire dans les environs, activités qui sont passées au peigne fin. Le scrute à la loupe pour vous, ce qui pourrait vous intéresser. Très content de nous voir accueillir Stéphanie Léveillé. Denis, salut Steph. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Et on commence cette semaine tout d'abord avec les bibliothèques de Laval qui sont véritablement passées à un autre niveau technologique et qui sont au bénéfice finalement des gens à l'écoute. Oui, mais je te dirais que c'est principalement pour les personnes qui sont présentement pas habilitées avec les ordinateurs. Je pense à des personnes âgées ou des personnes, des baby boomers En particulier, peut-être. En particulier, c'est Ouais. ça. Il y a plusieurs bibliothèques de Laval qui offrent des formations, des ateliers techno. Donc, des ateliers techno qui vont nous permettre d'apprendre comment fonctionne un iPad, comment fonctionne Facebook, comment gérer ses photos sur l'ordinateur. Ça peut paraître banal pour certains parce que c'est devenu ancré dans nos vies, mais effectivement, c'est pas tout le monde encore qui sont justement habiles. Et est-ce que, par contre, on a des formations au niveau de chaque personne? C'est-à-dire, si on est débutant, si on est peut-être intermédiaire, est-ce qu'on a des ateliers qui sont adaptés pour chacun? Je dirais que c'est pas mal niveau débutant. Débutant avancé peut-être, Ouais. parce que là, on parle de gérer sa bibliothèque numérique. Donc, on parle de iTunes, de musique MP3, etc. Introduction à Facebook. Donc, quand on parle d'introduction à Facebook, la plupart des gens d'en bas de 12 ans, ils sont déjà habitués à ça. Ils n'ont pas vraiment besoin de leçons, ils sont nés avec. Initiation à l'informatique. Tu sais, déjà qu'on n'appelle plus vraiment ça l'informatique, ça en dit long. Ben, oui. Donc, c'est vraiment une introduction même, de base. Sécurité Internet, comment installer un antivirus, ces trucs-là. Donc, vraiment pour se mettre à l'aise avec la technologie, pour pouvoir communiquer, envoyer des messages sur Facebook, des courriels, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que des fois, ça peut paraître aussi niaiseux, mais il n'y a pas tout le temps les fils, les filles ou les frères, les sœurs, ou peu importe, qui a la patience de montrer à quelqu'un qui débute. C'est ça. Moi, ma mère, j'ai pas tout le temps de la patience. Elle est quand même habile, mais il y a des affaires que des fois, elle aimerait que je monte, puis je suis comme... Madame Trudel, vous êtes avertie? Oui, bien là, elle sait d'avance, mais... Okay. Mais elle m'aime pareil, on s'aime pareil. On s'aime pour d'autres raisons. On s'entend, elle t'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup, effectivement. Ça, elle va te pardonner. Certainement. Et là, tu veux nous parler d'art, finalement, des différentes expositions de peinture. Tout à fait. Présentement, oui, en date de diffusion, la bibliothèque Marius Barbeau, c'est François Laval, que je connais bien parce que je viens de ce secteur, du 10 mai au 10 juin, une exposition qui s'appelle Au fil du temps. Donc, une exposition d'art, de peinture. Est-ce qu'on parle de type d'art? C'est-tu abstrait, contemporain? Ça ressemble beaucoup à du portrait, des paysages, mais fantaisie. Un peu de fantaisie? Un peu de fantaisie, beaucoup de couleurs par l'artiste Gilles Caron. Ça a lieu jusqu'au 10 juin. Bibliothèque Marius Barbeau. Pas besoin de rendez-vous, c'est tout simplement, le coût est gratuit. Vous pouvez vous présenter tout simplement à la bibliothèque. Et puis, aller admirer ses œuvres. C'est beaucoup de souvenirs qui s'entassent. Ici, on me dit un coup de pinceau redonne vie à ces images, s'entremêlent hier et aujourd'hui. Donc, c'est pas mal la vision de cet artiste de ce qui s'est passé dans les dernières 30 années. L'architecture, donc on peut présumer que les décors des saisons... les vieilles voitures, à l'époque, il y avait beaucoup de chrome, des trucs comme ça. Donc, beaucoup de nostalgie peut-être. Et puis, ici, il y a une petite mention de M. Caron. Si ma vieille Ford XL68 pouvait parler, elle vous en conterait des histoires. Donc, je pense qu'il va y avoir un portrait de sa vieille Ford 68. Probablement qu'elle sera... peut-être qu'elle lui rappelle ses premiers French, sait-on jamais, dans les années 60. Et si on y allait maintenant d'un tour donc du monde en 80 minutes, c'est ce que nous propose l'Harmonie de Laval. L'Harmonie de Laval avec son spectacle Aurora, le tour du monde en 80 minutes, qui est destiné à faire découvrir la musique du monde par l'Orchestre symphonique de Laval, donc l'Orchestre philharmonique de Laval. Donc à ce niveau-là, les détails, c'est le samedi 27 mai. Donc l'entrée pour les étudiants, c'est 10 $. Les en bas de 12 ans, c'est gratuit. Et prix régulier, 12 $. C'est super abordable. C'est super abordable. Puis on sait qu'à moindre coût, la mission d'émission de l'Harmonie, c'est de pouvoir rendre accessible à tous la musique classique, la musique en général aussi. Exactement. Donc, belle façon d'initier aussi les jeunes à la musique symphonique sans avoir à payer des coûts exorbitants pour aller voir l'Orchestre symphonique de Montréal.
C'est sûr que c'est superbe, c'est magnifique, c'est une de mes expériences musicales les plus C'est les plus fondatrices. oui, ça fait J'ai jamais partie. entendu du son comme ça. Ça fait partie de l'ADN de la musique. C'est parmi tous ces Voilà. compositeurs-là C'est qui, finalement, l'histoire. ont forgé la musique qu'on connaît présentement. Puis c'est sûr que si notre collègue David, qui peut faire du hip-hop, eh bien, c'est grâce à la musique On le classique. salue. On le salue. Salut, David, derrière la caméra. Et on invite, bien sûr, les gens à y être. Puis on en avait un petit peu parlé, mais on avait passé un peu rapidement dernière par-dessus fois, parce oui. qu'évidemment, on avait plein de choses à jaser. Puis je trouvais ça intéressant qu'on y revienne. Puis je trouve Tout à ça fait. pertinent que tu nous parles de la programmation de cette grande fête des pompiers qui s'amène du 2 au 4 juin prochain. Exactement, Grande fête des pompiers Laval 2017. Une belle programmation. Évidemment, il y a toujours le fameux on Marathon. embarque dans le camion, on tire La sirène, oui. etc. Essayer un casque de pompier. On avait parlé la dernière fois, mais j'y reviens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rêve-là de vouloir être pompier ou d'avoir voulu être D'avoir voulu de pompier. Tu sais, moi, je peux te dire, là, en tant que petit gars, là, plus jeune, l'an 0-5 ans, là, c'est sûr qu'on avait policier, pompier, ça revenait. Ça revenait souvent. Ouais. Là. Avec les tonnes cas jaunes aussi, là, on voulait conduire un gros camion. Là, Et c'était... voilà. Donc, le classique. voici votre moment de vivre votre fantaisie. Allez voir, il va y avoir des spectacles sur place, c'est vraiment pour toute la famille, donc ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est au Centropolis. Centropolis de Laval. Il va y avoir, évidemment, la course des pompiers, un 5 km qui s'appelle La Flamme. Il va y avoir le vendredi, spectacle de Simon Kearney, spectacle de mosaïque accompagné de Jonathan Pinchot. Jonathan Pinchot, qui, bon, évidemment, on connaît tous ses classiques, autant avec Okume que ses albums solo. Son plus récent album, La Tête Haute, qui est vraiment excellent. Plusieurs chansons qui tournent à la radio, dont Belle Infirmière. Puis tu as parlé de Simon Kearney, qui a même pas 20 ans, qui est un guitariste incroyable. Un virtuose. Un virtuose de la guitare, c'est pas peu dire. Là. Allez le voir, c'est une sensation. Et il y a le marathon cette année, une nouveauté aussi Ouais. qu'il faut mentionner. Il nous reste peu de temps. Mais on invite aussi les gens à la fiesta mexicaine Girls Who Like Girls. Ouais. C'est le 18 mai. 18 mai, jeudi. On sort un petit peu de l'île de Laval, mais très peu. On s'en va dans le quartier du Vieux-Terrebonne. C'est une soirée LGBT. Donc, tous les membres de la communauté LGBT sont bienvenus. Et les curieux aussi. Si jamais vous avez jamais vu ça, un Certainement. party de filles qui aiment des filles, vous êtes bienvenus. Tant qu'il y a de l'amour, Tant que l'amour, comme on dit, love is love. yes, avec de l'amour, en voulez-vous? Entente de principe pour les policiers de Laval. La Ville de Laval et les policiers sont parvenus à une entente de principe vendredi concernant leur régime de retraite et leur convention collective échue d'ailleurs depuis le 31 décembre 2013. Les membres de la Fraternité des policiers de Laval devraient procéder à un vote sur cette entente d'ici quelques semaines. La Ville n'a pas voulu commenter le dossier. Nous préférons que les membres de la Fraternité prennent connaissance de l'entente et signifient leur accord ou non avant de commenter, a fait savoir la porte-parole Nadine Lucier. Il n'a pas été possible de parler à un représentant de la Fraternité des policiers de Laval. La situation était très tendue dans les derniers mois entre les policiers de Laval et les membres de la haute direction. En février dernier, vous rappelant les faits, les policiers avaient déposé une pétition rassemblant les signatures de 81 % des membres de leur syndicat pour demander la démission de leur directeur, Pierre Brochet. Les policiers s'étaient également déplacés à plusieurs reprises au conseil municipal pour dénoncer l'impasse dans les négociations pour le renouvellement de cette convention collective. Accessibilité en santé, 6 super cliniques voient le jour à Laval. Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, a annoncé lundi matin l'implantation de 6 super cliniques à Laval dans le but d'améliorer l'accessibilité des services d'un médecin de famille. Ces cliniques serviront d'ailleurs également de laboratoire pour le projet pilote Rendez-vous Santé Québec, un nouveau service qui permet de prendre un rendez-vous en ligne avec un médecin de famille. Avec l'implantation de ces 6 super cliniques et de la première étape de Rendez-vous Santé Québec, la population de Laval est aux premières loges des changements que nous voulons apporter dans l'ensemble du réseau en ce qui concerne l'accessibilité des services d'un médecin de famille, a aussi expliqué le ministre Barrette par communiqué. Les supercliniques doivent offrir un minimum de consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits au médecin de leur milieu clinique. Les patients doivent normalement avoir accès à un médecin le jour même, d'ailleurs, de leur visite. Pour être reconnus comme des supercliniques, ces centres de santé doivent offrir des services de prélèvement, d'imagerie médicale, utiliser le dossier médical électronique et augmenter ces services lorsque la demande croît.
Rapport annuel de l'Ombudsman. À la suite du dépôt du rapport annuel 2016 de l'Ombudsman au conseil municipal du 2 mai, les instances administratives et politiques de la Ville de Laval saluent le travail rigoureux accompli par leur Ombudsman, Maître Nadine Mayou, et se réjouissent de l'excellente collaboration obtenue de la part des services impliqués dans la résolution des 415 dossiers traités l'an dernier. Marc Demers, le maire de Laval, prend acte du bilan de Mme Maître Nadine Mayou. J'ai toujours eu la volonté claire de donner la marge de manœuvre requise aux experts qui portent un regard neutre et indépendant sur les activités de la Ville. Je suis heureux de constater une synergie entre plusieurs instances telles que le Bureau de l'Ombudsman, le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval et le Bureau de la vérificatrice générale. Cela aide Laval à avancer vers une question intègre et plus transparente. D'ailleurs, un des dossiers traités par l'Ombudsman relativement à des crédits de taxes irréguliers a fait l'objet d'un transfert à l'UPAC aux fins de vérification et d'enquête. Depuis 2012, une collaboration entre l'Ombudsman et les services municipaux s'est bien établie. La Ville de Laval relève désormais de beaux défis et cherche à offrir une administration plus saine et efficace. Les équipes des services municipaux interpellées par l'Ombudsman répondent favorablement aux recommandations qui leur sont faites, et ce de façon diligente pour que les dossiers suivent leur cours et se résolvent avec des délais de traitement plus courts. L'administration de la Ville de Laval travaille continuellement à améliorer ses services avec une approche d'ouverture et d'écoute pour satisfaire les besoins de ses concitoyens. Manifestation devant les bureaux d'Angelo Iannocco, c'est les ratés du système de paye Phoenix qui prive des employés fédéraux de leur salaire qui ont mené plusieurs manifestations dernièrement, dont une devant les bureaux du député d'Alfred Pellan, Angelo Iacono. Quelques 70 manifestants des employés fédéraux membres de l'Alliance de la fonction publique canadienne, de même que la section de Laval, Laurentides et Lanaudière, ont d'ailleurs été rencontrés par l'élu lavallois aux abords du boulevard de la Concorde-Est. Je suis devant vous ici comme député d'Alfred Pellan, mais je suis avant tout un ancien fonctionnaire fédéral, un père de famille et un ancien aidant naturel. Je comprends très bien vos angoisses et vos défis et je veux vous assurer de mon appui, leur a-t-il fait savoir. Adopté par le Parti conservateur de Stephen Harper et implanté en avril 2016, le système de paye Phoenix a coupé 723 postes de conseillers en rémunération, rendant ainsi possible, plutôt impossible, le retour à l'ancien système de paye. Le gouvernement libéral tente maintenant depuis un an de redresser le chaos causé par les failles majeures dans le système de paye Phoenix. C'est plus de 300 conseillers de paye qui ont été embauchés. Des bureaux satellites ont été ouverts, des paiements anticipés d'urgence ont été émis et un groupe de travail, d'ailleurs, avec à sa tête Ralph Goodell, qui a été mis sur pied afin de pallier à cette problématique. Le député Iacono a assuré aux manifestants que le travail se poursuivrait jusqu'à ce que la situation soit réglée. Et il a ensuite convié la présidente du conseil régional Laval-Laurentides et Lanaudière, Annick Lamoureux, et le vice-président du SESG-SCC Québec, Yvon Barrière, à une conférence téléphonique avec un représentant du bureau de la ministre, Judy Foote. Rappelons qu'environ 82 000 fonctionnaires ont été touchés à une certaine période par la dérape du système Phoenix, soit en étant payés en trop, pas assez ou pas du tout. Sur le site Web du gouvernement, il est indiqué que Services publics et Approvisionnement Canada travaillent sans relâche pour régler les problèmes de paye aussi vite que possible. Des travailleuses de CPE qui sont en colère. Cette fois, c'est une trentaine de membres du syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de Montréal et Laval qui ont manifesté en distribuant des tracts devant l'établissement La Marmaille sur le boulevard de la Concorde-Est le 2 mai en début de soirée. Il faut vous donner plus de détails parce que ces travailleuses font partie des 3 500 personnes œuvrant dans 133 CPE en Estrie, Montérégie, dans le centre du Québec et à Montréal-Laval qui veulent sensibiliser la population au fait qu'ils sont sans convention collective depuis le 31 mars 2015. Elle dénonce l'Association patronale nationale des centres de la petite enfance qui a quitté la table de négo le 8 décembre, à laquelle sont présents le ministère de la Famille et 11 associations patronales. Et on cherche toujours à négocier seul, sans la présence du ministère, les matières d'ordre pécuniaires que sont les salaires, la retraite, les vacances et les fériés, les assurances collectives, le tout sans aucune garantie de financement. Et ça, il n'en est pas question, d'ailleurs, affirme Nathalie Fontaine, qui est porte-parole du syndicat.
La partie patronale voudrait négocier de A à Z une convention collective. Nous refusons de revenir plus de 20 ans en arrière alors qu'il existait des disparités majeures entre les travailleuses des différents CPE et entre les régions mères même, insiste-t-elle. Selon Dany Lacasse, vice-président de la FSS-CSN, le véritable enjeu de cette ronde de négo est le maintien, l'amélioration et l'uniformisation des conditions de travail qui contribuent à stabiliser la main-d'œuvre et à offrir un très haut niveau de compétences et de savoir-faire. Le syndicat prétend que la partie patronale s'est enlisée à grands frais dans un recours judiciaire contre la FSS-CSN et ses syndicats en déposant une plainte de négociation de mauvaise foi devant le tribunal administratif du travail l'automne dernier. Elle a dépensé plus de 10 000 $. C'est un gaspillage éhonté des deniers publics qui auraient pu être utilisés aux fins de la négociation, termine la porte-parole du syndicat, Nathalie Fontaine. On aura un été. Il semble pas très prêt présentement, prêt dans les deux sens à faire son apparition et près de nous, mais c'est bel et bien le cas. Et les tendances terrasses, quelles seront-ils les modes cette année? Eh bien, on vérifie le tout avec d'ailleurs une fille qui vient nous voir de façon sporadique pour nous parler justement de tout ce qu'il y a de design intérieur. Mais là, on va parler d'extérieur, Marie-Ève Allard. Oui, exactement. Salut. Tu as été formée là, de l'extérieur aussi. Oui, exactement. Surtout que de plus en plus, on dirait que le prolongement à l'extérieur, c'est ce qu'on a de l'intérieur. Oui. On dirait qu'on essaie de reproduire un peu ça sur nos terrasses. Bien, on veut vraiment maintenant avoir une continuité justement de nos décors intérieurs vers l'extérieur. On veut que quand les rideaux sont ouverts ou si on a des super belles grandes portes patio, bien, de pouvoir vraiment voir un lien avec ce qui est à l'extérieur et l'intérieur. De où on part? De où on part? Écoutez, je pense que souvent on part d'un coup de cœur, mais l'important, c'est de bien zoner nos espaces pour commencer. Souvent, on sait vers quel style qu'on veut aller, mais vraiment de délimiter nos zones. C'est rendu très tendance d'avoir des cuisines extérieures, pas juste un barbecue. Ouais. Donc, on se fait vraiment des zones. Mais là, le problème là, que je dénote dans tout ça, là, c'est que, tu sais, mettons, je sais que les coussins, par exemple, c'est à la mode. Oui. Sauf que là, il y a à peu près 3 jours de beau temps dans l'été. Fait que là, tu rentres les coussins, tu ressors les coussins, ils mouillent, il faut pas que ça pogne l'humidité durant la nuit. Fait que là, tu rentres ça en dedans, tu sors ça. Fait que finalement, il y a à peu près juste 3 jours de l'été où tu as à peu près l'occasion de profiter de tes coussins. Bien, j'ai plusieurs points à répondre à ça. OK. Bien, premièrement, c'est important d'avoir des coussins qui ont des fibres pour aller à l'extérieur, donc qui vont quand même plus résister aux rayons du soleil et aux intempéries, parce qu'on en a quand même, surtout en ce moment, malheureusement. Ouais. Donc, pour faire un lien plate, mais c'est ça. Non, oui. Mais aussi, dans la configuration de l'espace, il y a moyen de penser à des solutions pour que ça soit quand même agréable ou rapide à ranger avant de rentrer à l'extérieur. C'est sûr que si on est obligé de faire une grosse marche vers le cabanon à chaque fois pour tout ranger dans un bac, c'est un peu compliqué, mais on peut avoir peut-être des banquettes qui se soulèvent, qu'on met tout simplement les coussins à l'intérieur. Il y a différentes solutions. Bon, le mobilier, on va commencer avec ça. Oui. Après avoir délimité toutes les zones, avoir configuré le tout avec justement peut-être comme toi, quelqu'un qui est vraiment spécialisé en design. Par la suite, côté mobilier, est-ce que c'est en bois? Est-ce que c'est le rustique? Tu sais, on parlait de bois de grange souvent pour l'intérieur. Est-ce que c'est encore ça pour l'extérieur? Oui, mais je te dirais que dans le fond, il y a 2 styles complètement différents qui s'imposent. On a le look très contemporain, très moderne, des lignes très droites. Là, on va travailler avec du rotin, avec de la résine, avec du plastique. On va même avoir du mobilier de couleur très flamboyante. Et on a l'autre extrême encore, qui est un peu le bohème rustique. Donc, ça va être souvent de trouver des meubles en brocante différents. On va venir harmoniser avec la couleur. Mais vraiment, à ce moment-là, dans ce deuxième style-là, on s'éclate un petit peu plus dans le sens qu'il y a moins de règles de continuité d'un meuble à l'autre. Et bon, on peut, côté couleur, y penser. C'est l'été, donc y aller côté coloré, plus éclaté, plus... Bien, on peut se gâter, on peut avoir des couleurs beaucoup plus flamboyantes à l'extérieur qu'à l'intérieur parce que, premièrement, on va les voir pendant 3-4 mois, fait qu'on a moins de chances de se tanner de les voir. Mais souvent, je vais quand même proposer d'avoir un mobilier fixe qui est de couleur assez neutre, mais encore là, toujours avec le même point que j'amène, c'est de jouer avec les accessoires. Okay. Donc, des coussins jaune citron, du vert lime, du bleu très flamboyant, il n'y a pas de problème, mais vraiment en zone accessoire, en coussin, les banquettes, des choses comme ça. Parlons-en d'accessoires, parce qu'il y a des tendances qui sont dénotables. Là. Je pense entre autres aux guirlandes, des lumières de Noël, en quelque sorte, là, où on se crée des lumières aussi d'appoint là, qui sont un peu originales aussi. Oui, c'est une tendance qui prend beaucoup de
place présentement, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur l'ambiance de nos zones, justement. Et les guirlandes de lumière, bien, c'est sur Pinterest, sur tous les sites de décoration qu'on va voir, c'est vraiment présent. Mais il y a vraiment plusieurs façons. Il y en a qui vont aller écrire des mots sur des murs avec des petites dailes proches d'une zone spa, des choses comme ça. Il y en a qui vont vraiment entourer les arbres ou rajouter des lanternes, encore là, dans des pots maçons, on le voit encore. Il y a différentes façons, mais je te dirais que c'est une clé dans l'ambiance extérieure et vraiment la luminosité des ajouts qu'on va y faire. Et de créer une espèce de zone intime aussi, tu sais, parce que, bon, il y a souvent les voisins qui sont très près, puis on veut quand même avoir, si on reçoit des amis, peu importe, on veut créer une soirée plus intimiste. Il y a des moyens aussi d'y arriver quand même? Oui, c'est ça. Exactement. Puis surtout, c'est ça, en banlieue ou en ville, on a quand même habituellement nos voisins qui sont assez rapprochés. Fait qu'on va vraiment aller travailler souvent avec des murs d'intimité. Il y a différentes façons de jouer le mur d'intimité. Ça peut être encore là avec des palettes, des vieilles palettes. Des rideaux? Des rideaux, oui. Vraiment, on a des tissus encore là qui vont s'apprêter à l'extérieur. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, rideaux, des pergolas qu'on peut venir habiller. Il y a des panneaux texturés qui vont se vendre autant en grande surface que si on passe par un ébéniste, qui vont avoir différents motifs, design, des choses des fois un petit peu plus indonésiens, des choses plus droites, des lignes plus droites, c'est ça qu'on aime. Puis dans ces murs d'intimité-là aussi, ce qui est intéressant, c'est venir d'ajouter, encore là, on parle d'accessoires, mais la verdure. La verdure, oui, c'est ça, des plantes? Oui. Donc des plantes grimpantes, par exemple? Des plantes grimpantes ou tout simplement, un petit peu comme on voit dans les grandes surfaces, les magasins, mais ils vont y accrocher souvent en quincaillerie, les pinceaux, les choses comme ça, mais on peut vraiment mettre des pots en métal avec des plantes, puis la récupération de produits, de choses qu'on a dans notre entourage qui ne servent plus, par exemple. Tu parlais de pots maçons tantôt. Oui, mais ça, on va l'intégrer encore là. Tout ce qui est récupération, si tu veux aller vers ce point-là, bien, il y en a sous toutes ses formes. Et on invite vraiment les gens à user de créativité, puis évidemment d'être d'être très à l'extérieur cet été, donc de pouvoir user de leur créativité. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à toi. Évidemment, Tendance Patio pour 2017. Merci. Nous sommes aujourd'hui au Cabaret L'Avenir pour le lancement officiel du TEDx Laval qui aura lieu le 15 mai prochain à 19h. Donc, nous sommes aujourd'hui avec les cofondateurs, organisateurs et animatrices du TEDx Laval. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Donc, j'aurais besoin de vos noms et votre occupation au niveau de l'organisation. Alors moi, c'est Gildo Conté. Je suis le fondateur et le curateur de TEDx Laval. Moi, je suis Louise Gay, co-organisatrice, puis je m'occupe de la rédaction de texte, traduction. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre Collin et puis je suis productrice, la directrice de production de TEDx Laval. Et moi, c'est Christine Baudouin et j'anime le TEDx Laval de cette année. Donc, deuxième édition. Première fois qu'on peut dépasser le stade des 100 spectateurs, qui était une règle pour le premier TEDx Laval. Donc, nouvel environnement, plus d'audience. Expliquez-nous un petit peu le thème de cette année qui est Cultiver l'avenir. D'où c'est venu et le choix aussi des candidats qui vont parler ce soir-là. On parle bien du 15 mai. Alors, Cultiver l'avenir, c'est un thème qui a été choisi en équipe et on voulait se baser sur la communauté de Laval. Alors, le mot cultiver est venu du fait qu'à Laval, ils ont encore des fermes, tu sais. Et comme on est beaucoup à Laval dans la restructuration de la ville, l'urbanisation, on est tout en train de le refaire. Je pense que cultiver l'avenir, c'était aussi une vision qu'on a à la ville. On pense à Repensons Laval, tu sais. Alors donc, c'est un thème qui, pour nous, était vraiment proche de la communauté. Et on a choisi nos conférenciers basés sur ce thème-là, mais en s'assurant d'avoir une variété, parce qu'on ne voulait pas tomber dans le piège du thème environnemental seulement. Alors donc, oui, ça aurait plus été facile. Alors donc là, on a 6 sujets qui parlent de cultiver l'avenir dans des angles totalement différents. Alors, ce qui va probablement faire bouger les neurones de notre audience, puis on espère que les gens vont sortir de là satisfaits. Comme tout événement TED, l'idée, c'est de faire pousser des idées qui sont
En anglais, on dit Ideas Worth Spreading. Cette année, on fait ça à Laval bilingue, donc français et anglais. Si on peut me donner un petit peu les grands thèmes, les grandes lignes que les collaborateurs vont parler cette année. Bien, en fait, oui, on a le thème de l'environnement, bien sûr, aussi la psychoéducation, l'avenir de nos villes. L'avenir, ça touche aussi l'espace, donc on parle des exoplanètes et la possibilité de vie dans l'espace. J'en oublie sûrement. Le design urbain, en fait, le design design urbain environnemental, donc vraiment faire attention à comment disposer nos villes et comment les construire. Puis aussi un psychoéducateur, je crois qu'il va venir parler des nouvelles technologies qu'on peut utiliser pour promouvoir puis aussi aider, dans le fond, les gens ayant des problèmes de troubles mentaux. Puis je pense qu'en part ça, est-ce qu'on a cultiver nos idées? Tout en même temps. Non, mais puis c'est l'intelligence artificielle, en fait, hein, c'est ça. Donc, au service du psychosocial, finalement, et des troubles mentaux. Je pense que ça va être vraiment très... En fait, toutes les conférences sont extrêmement intéressantes, puis dans des domaines très variés également. On va avoir des partages aussi, un partage personnel d'un de nos conférenciers. Qu'est-ce que tu allais dire? Moi, j'allais dire qu'on a aussi des artistes. 2 artistes. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut dire. On a sûrement, ça a été dévoilé, on a Mamzelle Ruiz, qui est une artiste qui a chanté au Cirque du Soleil, qui a été aussi... qui a reçu Festival de jazz, qui a reçu des prix. Une Mexicaine, en tout cas, qui chante, qui probablement, je ne sais pas si c'est d'adoption, mais elle vit à Montréal et puis elle nous amène le Mexique. Alors, c'est sûr que ça va être en chaleur, en plaisir, en danse. Nous avons aussi Brad Barr des Barr Brothers qui vient non seulement nous faire une prestation, mais qui va prendre la parole aussi, qui a une idée aussi à partager par rapport à la musique. Parce que cultiver l'avenir, c'est aussi partager la musique partout dans le monde. On est vraiment dans un univers maintenant où on est citoyen du monde, hein? Alors donc, on peut vraiment aujourd'hui rapidement obtenir l'information un peu partout dans le monde et on le voit comment ça se passe, autant politique, mais c'est la même chose au niveau artistique aussi. Alors c'est très intéressant. So we are today with Derek Fage from Breakfast Television Montreal. Hi, how are you, Derek? I'm great, thank you. So you're going to be a speaker this year for the TEDx Laval. You're going to be talking about the pursuit of happiness. Yeah, which didn't come easy for me. I wouldn't say I had a very happy childhood, but it took a lot of effort, not just from myself, but from my family and my friends and extended family. I was born with without giving it away, because you'll have to come and see it, but I was born with a pretty rare medical condition that led to a lot of bullying, relentless bullying throughout elementary school. It led to a lot of shame, embarrassment, anxiety, depression, a lot of challenges that I've had to overcome. But with a great support group around me, I was able to do that. And my talk is really, it's an emotional one. It's a very honest one. It's very authentic. And I think people will understand, because everybody goes through some kind of challenge. And I think they want to connect with people spiritually. There's a lot of things that happen in the world, and we're inundated with a lot of information. But the most important thing in life is human connection. So that's what I want to do. I want to make that human connection with people. Donc, je suis avec Marie-Ève Nault, astrophysicienne. Bonjour. Bonjour. Astrophysicienne ou docteur en astronomie? On peut dire les deux. On peut dire aussi astronome. C'est peut-être un peu moins... ça sonne moins compliqué, mais c'est la même chose. D'accord. Et nous avons Marc-Olivier Choulet, entrepreneur et psychoéducateur, doctorant en psychoéducation. Bonjour. Bonjour. Donc, le 15 mai prochain, vous allez nous parler dans vos TED Talks respectifs. Toi, tu vas nous parler d'intelligence artificielle au service de la santé mentale. J'ai un gros point d'interrogation présentement dans mon front, j'imagine que tu peux le voir. Peux-tu nous donner un petit peu un avant-goût de qu'est-ce que c'est exactement? Je vais donner une réponse très, très résumée, juste pour te donner envie de venir voir la conférence après. Mais en gros, la santé mentale, c'est beaucoup une question d'information. Si tu as un problème de santé mentale, tu veux savoir quels sont les meilleurs traitements, quels sont les meilleurs... toutes les informations dont tu peux avoir besoin. Et aujourd'hui, cette information ne se rend pas ni aux décideurs politiques, ni aux intervenants, ni au grand public.
L'intelligence artificielle va nous permettre de changer ça et de rendre cette information disponible aux gens. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. On t'a vu à la télé à quelques reprises parler d'exoplanètes. Donc, rappelons un petit peu aux gens qu'est-ce qu'une exoplanète et est-ce que E.T. et toi avez des belles conversations? OK. D'avoir une exoplanète, c'est une planète qui est en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. Donc, on sait que notre Soleil est une étoile. On est sur Terre présentement et la Terre est une planète qui est en orbite autour du Soleil. Il y a d'autres planètes dans notre système solaire qu'on a déjà entendu parler, Mars, Vénus, Jupiter. Mais maintenant, depuis très peu de temps, en fait, si on prend sur l'histoire l'histoire de l'humanité, ça fait très peu de temps qu'on sait qu'il existe effectivement des planètes autour des autres étoiles qu'on peut voir le soir, la nuit, quand notre Soleil est couché. TEDx Laval, le 15 mai prochain. C'était Stéphanie Léveillé-Denis pour TV Laval. Très content de vous confirmer que votre TV Laval aura tous ses accès pour tous les événements d'envergure sur la Place Belle qui sera inaugurée l'automne prochain, autant pour les matchs du Rocket que pour les événements culturels, dont d'ailleurs en voici un d'envergure pour le spectacle d'ouverture de la Place Belle à Laval. Ce sera un spectacle du Cirque du Soleil au Vau d'ailleurs, du 13 au 17 septembre prochain. C'est Evengo qui est fier d'annoncer que le Cirque du Soleil va inaugurer la Place Belle avec son spectacle au Vau à la suite de son succès populaire en novembre dernier à Montréal. La production sera à l'affiche pour 6 représentations du 13 au 17 septembre. Alors, vraiment, une très belle initiative. Et depuis sa première à Montréal en avril 2009, OVO a été présenté devant plus de 5 millions de spectateurs, et ce, partout à travers le monde. Laval sera le dernier arrêt de sa tournée d'aréna en Amérique du Nord avant de continuer ses représentations en Europe dès octobre 2017. Les billets seront en vente, d'ailleurs, depuis le 12 mai à 10 h. Et FNCO est fier d'accueillir le Cirque du Soleil pour l'inauguration de la Place Belle. C'est avec fébrilité que nous pourrons enfin dévoiler cet amphithéâtre qui marquera le début de plusieurs événements à Laval, a déclaré Jacques Aubé, qui est vice-président exécutif et chef de l'exploitation d'Evenco. Et à propos d'OVO, le nom OVO signifie œuf en portugais et symbole même du cycle de la vie et de la naissance de nombreux insectes. L'œuf constitue l'événement central du spectacle. Graphiquement, un insecte se cache dans le nom, les 2 lettres O étant les yeux et le V représentant d'ailleurs le nez. OVO met en scène un univers insoupçonné qui s'agite à nos pieds, un écosystème grouillant de vie et peuplé d'habitants clandestins, des insectes d'ailleurs qui travaillent, mangent, rampent, volent, festoient, luttent et se courtisent d'ailleurs dans une perpétuelle explosion d'énergie et de mouvement. Lorsqu'un œuf apparaît au beau milieu de leur monde, les insectes sont très ébahis devant cet étrange objet qui se présente comme une énigme inexplicable, symbole intemporel d'ailleurs du cycle de leur vie. OVO, c'est aussi la rencontre amoureuse d'une formidable coccinelle et d'un étrange insecte nouveau venu au sein de cette frétillante communauté. L'univers d'OVO est tout en contraste, d'ailleurs, sauvage et délicat. Ce monde est à la fois tendre et torride, tapageur et silencieux, chaotique et même paisible. Lorsque le soleil se lève sur un jour nouveau, le cycle de la vie des insectes reprend son cours, qui est perpétuel et fabuleux. Spectacle que j'ai vu et que je vous incite fortement à aller voir. Les billets qui seront disponibles en pré-vente aux membres du Club Cirque exclusivement à partir du 9 mai. Donc, vous pouvez vous les procurer aussi sur le www.cirquedusoleil.com. Lancement de la démarche de planification du développement culturel de la région de Laval. Le Conseil régional de la culture de Laval et la Ville de Laval qui a dévoilé le 1er mai leur vaste démarche de planification de développement culturel régional sous le thème « Une vie culturelle en mutation du rêve à l'action ». Au terme du processus, l'objectif est de produire et de mettre en œuvre un ambitieux plan d'action inscrivant la culture comme pilier fondamental pour le développement durable du territoire lavallois. La culture est une dimension essentielle que nous souhaitons valoriser et soutenir. Je suis fier que la Ville s'engage dans cette démarche historique dont vont pouvoir bénéficier tous nos citoyens, mentionne Marc Demers, maire de Laval. Notre volonté de favoriser la concertation et de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une vision et d'une feuille de route commune avec un plan d'action inspirant et mobilisateur pour tous, explique Marianne Coineau, qui est directrice du Conseil régional de la culture de Laval.
Une étape majeure de cette démarche de planification est la tenue du premier sommet de la culture de Laval. Ce sera le 10 juin où tout acteur interpellé par la culture, qu'il soit organisme, entreprise, institution, artiste, partenaire, travailleur culturel ou citoyen, pourra contribuer activement à l'élaboration du plan d'action. Et les réservations sont d'ailleurs obligatoires et peuvent se faire via le www.repensonslaval.ca. D'ailleurs, consultation citoyenne pour dynamiser les arts et le patrimoine à Laval. Les citoyens seront également invités à contribuer à la réflexion tout au long du mois de mai grâce à une consultation ancrée dans leur quartier et milieu de vie. Ils pourront aussi faire connaître leur opinion par l'entremise de plus d'une trentaine de boîtes de consultation qui seront déposées dans différents lieux publics, lieux de diffusion culturelle, bibliothèques, hôtels de ville. Il leur sera aussi possible de contribuer au processus, donc toujours via ce www dont je vous mentionnais un petit peu plus tôt, .repensons.laval.ca. Et je vous précise que cette démarche a été amorcée depuis l'automne dernier lors d'une grande consultation qui réunissait les acteurs du milieu culturel. Et à l'occasion, les participants ont activement contribué à l'élaboration du diagnostic culturel de la région de Laval en identifiant les principaux enjeux régionaux présentement en préparation. Le document présentant justement ce diagnostic sera dévoilé lors du Sommet de la culture. Québec rend hommage à 2 bénévoles lavallois. Mathilde Bouchard et Éric Fréchette sont les 2 lavallois qui ont été honorés cette année dans le cadre des prix Hommage Bénévolat Québec remis le 25 avril dernier. Évidemment, on sait que le bénévolat donne un apport dans toutes les sphères de notre vie quotidienne et active. Et la première donc, a été choisie dans la catégorie Jeune bénévole, prix Claude Masson pour son initiative « Sa marche pour Jade au profit d'une enfant handicapée ». Le projet visait à lui donner la possibilité de développer son potentiel tout en apportant du répit aux parents. Et l'événement a généré 25 000 $ de l'argent investi dans des séances supplémentaires de traitement pour Jade. Également, la lauréate lavalloise s'est investie dans la mise sur pied d'une halte garderie lors d'un rassemblement de scouts. Et la deuxième reconnaissance, récompensée en novembre 2016, par la médaille du président de Richelieu International pour son implication auprès de la jeunesse et la francophonie. Éric Fréchette a cette fois raflé les honneurs dans la catégorie bénévole. Le résident de Sainte-Rose siège sur de nombreux conseils d'administration et ce sont surtout les jeunes qui profitent de son engagement. Je me réjouis de constater que l'altruisme est encore bien présent dans notre société, fait savoir François Blais, qui est ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Cette générosité non calculée qui n'a pour but que la protection et l'amélioration du sort de concitoyens ou même de communautés contribue sans contredit à rendre la société québécoise plus équitable pour chaque Québécoise et chaque Québécois. Qu'elle se manifeste à grande ou à petite échelle, l'action bénévole est une valeur essentielle qui mérite d'être perpétuée. Et quant à la députation lavalloise, elle a souligné l'apport de ces 2 lauréats dans l'enrichissement de la communauté de l'île Jésus. C'est un des films les plus attendus et ça ouvre en quelque sorte depuis Le Destin des Dangereux. Ce deuxième volet de Gardien des Galaxies et donc Guardian of Galaxy volume 2. Et pour nous en parler, Chronique Cinéma encore avec Nicolas Vincent Poirier. Merci d'être là encore une fois. Et ce volet, moi, m'a beaucoup plu. Je dois dire que je suis, depuis la première édition, le premier film, un membre vraiment là, assidu maintenant de tout ce qui sort, de tout ce qui se dit sur ce film-là. Et d'ailleurs, on a battu un record par rapport au premier, pour le premier week-end d'exploitation. On a presque battu le record. On a presque dépassé le box-office pour Rapide et Dangereux. Bon, le film, à travers le monde, il a fait quand même 431 millions en 48 heures, là, en 3 jours en réalité, là, mais c'est énorme. Ben c'est oui, énorme. c'est Ici, énorme. en Amérique du Nord, c'est 145 millions par rapport au premier week-end qui avait été autour de 95 millions, je crois, ou 80... Le premier, c'est ça, c'est environ 90 millions. Le premier, en tout, dans sa vie au box-office, a fait 775 millions. On va dépasser, c'est sûr. C'est sûr qu'on va le dépasser. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il faut se rappeler que Guardians of the Galaxy, au départ, c'était une œuvre assez sombre de Marvel. Il n'y a pas tant de gens qui connaissaient ces bandes dessinées-là. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'adapter ça au cinéma? Je sais pas, il y avait plein de choix. Ils n'ont pas besoin de prendre une œuvre sombre comme ça. Mais je sais que les premières fois qu'on a aperçu dans l'univers de Marvel les Gardiens de la Galaxie, ça a été dans des BD des 4 Fantastiques. Ça a été dans ces... Et c'est là qu'on a pu découvrir les Gardiens de la Galaxie. Mais explique-moi justement...
c'est que je prends l'exemple des films western. OK? Les westerns ont été le genre le plus populaire de ce que faisait Hollywood pendant à peu près une quarantaine d'années. Après ça, bon, les gens se sont tannés, ils ont passé à d'autres choses. Et là, les super-héros, comment faire en sorte justement de toujours se renouveler puis de pas arriver à un moment donné un peu comme les westerns? Parce que, bon, le Marvel Cinematic Universe, il y a à peu près toujours un peu la même formule dans leurs films. Eh bien, ils ont passé quelques années, à partir de comme 2008-2009, à écrire, à préparer Guardians of the Galaxy pour diversifier les thèmes de l'univers cinématographique de Marvel pour amener leurs personnages dans l'espace. Parce que le côté mystique avec Thor, ils l'ont. Bon, le côté, bon, tout ce qui est, on va dire, plus concret de notre monde. Bon, il y a Iron Man et, bon, c'est Spider-Man aussi qui s'en vient. Mais on n'avait rien vraiment dans l'espace et c'est pour ça qu'ils ont passé tant de temps à essayer d'adapter Guardians of the Galaxy. Et au début, ça marchait pas parce que ça ressemblait à une espèce de version cheap de Star Wars. Et James Gunn, qui réalise ce film-là, quand ils l'ont pris pour Guardians of the Galaxy, le premier, qui avait quand même un budget de 170 millions, ce gars-là avait fait 2 films dans sa vie. C'est ça seulement. Des petits budgets et des films d'horreur cheap. Bien, un film d'horreur cheap et le deuxième, c'est comme une parodie des films de super-héros, mais c'est un truc quand même assez violent et gore. Mais et d'ailleurs, je trouve intéressant que tu apportes ça. Puis ce qui est intéressant aussi de voir avec les Gardiens de la Galaxie, c'est que, comme on disait tantôt, c'était pas un volet très connu, ces super-héros-là. Et on constate depuis quelques temps que les films de super-héros, disons, plus connus, sont sur le plan critique et commercial aussi des échecs ou pas bien accueillis autant qu'on l'espère. Et on voit sortir de nulle part les Gardiens de la Galaxie qui sont comme un peu rafraîchissants dans le lot de films de super-héros. On se prend pas au sérieux un peu. Il y a de l'humour dans ce film-là. C'est parfait, c'est éclaté. C'est bien dosé. Effectivement. Et au-delà de ça, c'est que je trouve que la trame narrative, voilà, j'allais la voir, eh bien, est intéressante. Puis la trame sonore aussi est hallucinante. Moi, au départ, je n'écoute pas tant de musique que ça. Puis en général, la musique que j'écoute, c'est parce que j'ai aimé, je l'ai entendu dans un film, je l'aime, et bon, je on écoute toujours les mêmes affaires, finalement. Exactement. Puis en plus de ça, on va le dire, j'aime bien encore le dance kitten des années 90. Venga Boys, puis toute l'équipe, regarde, je ne m'en cache pas du tout. Et c'est pas du tout le genre de musique que j'aurais écouté, la musique de la trame sonore de Guardians of the Galaxy. Mais je l'adore. Je trouve que la musique fait le charme du film. C'est Father and Son de Cat Stevens, à un moment donné, qui part. T'as toutes sortes de... Évidemment, on pourrait commencer à tout nommer les artistes qui y sont, mais je trouve que ça vient supporter un film. Oui. Et c'est parfait. C'est comme si chaque élément ne serait pas le même dans le film, chaque segment, s'il n'y avait pas cette musique-là. Oui. Et c'est là où on voit aussi la présence des acteurs. Je pense que c'est important de... Oui, on y croit aux personnages. Gamora, entre autres, on y croit. Mais c'est la puissance des acteurs aussi, d'être capable de jouer sur un ton... tu sais, slack, désinvolte, humour, mais en même temps d'incarner un personnage aussi, un super-héros. Ça prend Kurt Russell, une belle distribution, là. Kurt Russell qui fait le père de Star-Lord dans le film. Tu sais, il est excellent, mais tu sais, au départ, c'était censé être Matthew McConaughey. Ah ouais, qui jouait ce rôle-là. Oui, Okay. oui. Finalement, il a décidé de prendre d'autres choses à la place, mais bon, c'était lui vraiment qui... Ça aurait dû être lui pendant un certain temps. Et comme tu dis, écoute, tout est parfait. Les acteurs sont très bons. Puis bon, évidemment, la plupart, on les a vus dans le premier. Il y a des gens qui ont pleuré aussi pendant le film, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, mettons, dans des films de l'univers cinématographique de Marvel. Et je trouve que c'est un film divertissant, c'est un film touchant, c'est un film drôle. Et en plus, Groot, qui était super populaire dans le premier, les spectateurs l'aimaient beaucoup. Mais quand James Gunn, le scénariste-réalisateur, a dit, ben, tu sais, regarde, dans celui-là, ça va être le bébé Groot.
Normalement, ça serait se tirer une balle dans le pied parce que déjà, Guardians of the Galaxy, personne ne connaît ça. Puis là, tu vas enlever un des personnages les plus populaires pour le transformer en bébé. Mais finalement, ça a marché. Ça marche. Ça marche à 100 Il y aura d'ailleurs un troisième volet. En 2020? En 2020, c'est confirmé. Réalisé, écrit par James Gunn aussi. Et Stan Lee qui vient faire, qui est le créateur de plein de super-héros chez Marvel, dont justement les Gardiens de la Galaxie, qui vient aussi dans je ne sais pas si c'est lui film. qui les a faites, mais je pensais que oui, Fantastic Four, Spider-Man, Hulk, Thor, c'est lui qui a créé les premiers. L'imaginaire. Mais je pense qu'il a été consultant aussi pour plusieurs types d'histoires de Il est Marvel. dans le film, alors je trouve que c'est un beau clin d'œil. Oui. Un grand merci, c'est un excellent film à voir actuellement au cinéma, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Non! Ça, c'est le bouton qui risque de tous nous tuer. Recommence. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Non! À vous de jouer, bande de nazes. Tu m'énerves, sale vaisseau! Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. C'est très très mauvais signe. Nouvelle structure régionale pour les formations 2A. Hockey Région Laval et les associations locales ont annoncé la mise en place d'une nouvelle structure régionale pour les catégories Atomes à junior de la classe 2A dès la saison 2017-2018. Cette annonce fait suite à une grande réflexion d'une année qui a permis d'évaluer les façons de faire dans le but d'améliorer la pratique du hockey chez nous, explique Martine Deschamps de Hockey Laval. Et cette structure sera administrée et gérée par les dirigeants des associations de hockey mineurs et encadrée par Hockey Laval. Celle-ci regroupera 2 secteurs Est, Monteuil, Laval-Est et Express, et Ouest, soit Laval-Nord et Delta. 4 équipes 2A, dont 2 dans chacun des secteurs, seront dorénavant formées pour les catégories Atomes à Midget, ainsi que 2 pour le junior. Mme Deschamps a précisé qu'un comité s'occupera exclusivement du junior. Nous aurons une diminution de formation 2A à Laval, poursuit-elle d'ailleurs. Mme Deschamps a affirmé que les objectifs poursuivis par ce changement sont notamment la bonification de l'offre de services ainsi que l'amélioration des formations par conséquent des hockeyeurs. Le joueur est au centre des préoccupations à Hockey Laval, insiste la porte-parole. Les intervenants travaillent présentement à la mise en place des procédures de camps d'évaluation et de la sélection des entraîneurs, ainsi que de tous les éléments utiles à la mise en place et au bon fonctionnement de cette nouvelle formule. Les camps de préparation prendront leur envol à la mi-août. Il est important de faire une bonne évaluation des joueurs. La majorité d'entre eux dévoilent d'ailleurs évoluent dans la bonne classe, de conclure Martine Deschamps. Le bronze pour Carl Marquis et Benoît Lessard, eux qui sont membres de l'équipe du Québec dans la discipline du curling en fauteuil roulant. Carl Marquis de Stanted et aussi Benoît Lessard de Waterville sont revenus du championnat canadien avec une médaille de bronze au cou. Nous sommes fiers des résultats, a commenté Carl Marquis lorsque rejoint au terme de la compétition tenue à Boucherville. La compétition en fut une de très haut niveau. On s'aperçoit que certaines provinces font d'excellents progrès. Outre Benoît Lessard et Carl Marquis, la délégation du Québec était composée de Christina Lavallée et de Claude Brunet. Le quatuor, d'ailleurs, avait la médaille d'or dans sa mire en arrivant au championnat canadien, mais l'absence de Joanne Mathieu s'est toutefois fait sentir. Celle-ci n'a pu prendre part au grand rendez-vous, étant blessée. Claude Brunet a très bien fait en remplacement de Joanne, mais puisque nous n'étions pas habitués de jouer ensemble, on a parfois manqué de cohésion. Mais dans ces circonstances, je suis enchanté de notre 3e position, assure Carl Marquis. Le Québec a pu accéder à la ronde des médailles grâce à une seconde d'ailleurs position obtenue au cours des premiers jours de la compétition. Le quatuor s'est cependant incliné par la marque de 6-5 contre le Manitoba. Le Manitoba a par la suite pris la mesure de l'Alberta par la marque de 13-1. Notre match a de loin été le plus enlevant de la ronde des médailles car la finale fut à sens unique.
Nous avons pu bénéficier d'une foule bruyante, souligne Karl Marquis. Lui et son compagnon de jeu, Benoît Lessard, en étaient d'ailleurs à une 8e participation au championnat canadien. Ensemble, ils ont connu du succès, remportant notamment les grands honneurs de cette compétition en 2013. Les membres de l'équipe du Québec sont également montés sur la 2e marche du podium en 2014 et 2015. Les dirigeants de Curling Canada ont profité de ce dernier championnat canadien pour scruter à la loupe les performances de toutes les équipes inscrites. Ils tenteront de former l'équipe la plus représentative possible en vue des Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018. C'est bien certain que les porte-couleurs des équipes ayant terminé en 2e et 3e position ont plus de chances d'être sélectionnées, mais on espère toujours qu'on nous fasse signe, ajoute Karl Marquis. Les patineurs vivent leur moment de gloire. La célèbre revue sur glace de patinage Laval, anciennement appelée le Club de patinage artistique Laval, a fait place à un gala le 22 avril au Colisée de l'avenue des Noyers. Avec les procédures judiciaires impliquant l'organisme sportif, l'ancienne présidente Carole Pajot et 3 membres de sa famille, les dirigeants avaient décidé de tenir un événement beaucoup moins grandiose sur une seule journée avec 3 représentations. Plus de 2000 personnes ont assisté aux prouesses des patineurs. C'est important de tenir un événement pour eux. C'est leur récompense pour tout le travail d'une année, spécifie d'ailleurs Sandra Ercoli, qui est responsable du gala. Les représentations de 2 heures furent très appréciées de la part des parents. De nombreux bénévoles ont joint leur effort afin de permettre aux jeunes de vivre l'expérience d'un gala, ajoute-t-elle. Si la revue sur glace a permis aux amateurs de découvrir de grands talents au fil des ans, cette année, les patineurs locaux ont pris toute la place. Joseph Fan, qui s'est frotté au champion du monde et olympien Patrick Chan sur la scène internationale, et le couple en danse composé de Claudio Pietrantonio et Alicia Fabri ont fait écarquiller les yeux des spectateurs. Fan, la vedette locale de 15 ans, réussit malgré son jeune âge, oui, des quadruples sauts. Bref, il est voué quand même à un brillant avenir. Et près de 2000 patineurs, dont les jeunes des 18 écoles Patinage Plus, ont aussi épaté la galerie. Mme Ercoli croit bien que la célèbre revue sur glace sera de retour l'an prochain. D'ailleurs, Patinage Laval célébrera pour l'occasion son 65e anniversaire en 2018. Le geyser du Collège Laval et le kayak de l'école secondaire Rive-Nord remportent les trophées de fin de saison. Les grandes finales de la 15e saison de la Ligue d'improvisation de la rencontre Théâtre Ado ont attiré plus de 650 spectateurs les 28 et 29 avril à la Maison des Arts de Laval. Une programmation électrisante et festive a rassemblé parents, amis ainsi qu'un nombre important d'anciens et anciennes membres de la LIRTA, reconnue comme la plus grande ligue d'improvisation du Québec pour les jeunes secondaires. Et après une saison riche en création et 200 matchs plus tard, les séries éliminatoires se sont conclues par un impressionnant match des étoiles, ainsi que par les grands spectacles des finales. Rappelons qu'ils étaient plus de 300 joueurs âgés de 11 à 17 ans qui, chaque semaine depuis octobre, se sont rencontrés dans des joutes inter-écoles endiablées pour offrir à leur public des moments de jeu étonnants, exaltant, voire carrément explosif. Et la LIRTA, qui rayonne depuis 15 ans sur les territoires de Laval, de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière et même d'Europe, tient ses lettres de noblesse grâce au talent et à l'imagination, c'est sûr, sans limite, des adolescents qui l'animent. La cérémonie de clôture a permis de récompenser les victoires remportées par les écoles et les équipes méritantes, lesquelles ont pu célébrer leurs meilleurs joueurs et meilleures aussi joueuses, ainsi que leurs exploits au sein des 7 divisions. Mentionnons également la présence importante de Mesdames Marie-Ève Landry, conseillère communication et vie associative, et Catherine Fontaine, conseillère service aux membres jeunesse, qui ont remis au nom de la Caisse des Jardins des Grands Boulevards de Laval un prix spécial décerné à l'école secondaire Rive-Nord, nommée École courtoise par les membres de la Ligue, par sa remarquable qualité d'accueil tout au long de la saison. Notons au passage le soutien important de la Caisse des Jardins des Grands Boulevards de Laval, qui a remis, depuis 2006, 176 000 $ à la LIRTA pour le fonctionnement de ses activités de saison. Et la RTA remercie également la Fondation Evenco et Hydro-Québec pour leur soutien aux festivités de ce 15e anniversaire de la Ligue. Aujourd'hui, dimanche 7 mai, malgré la pluie, je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, il y a une tonne de gens qui seront heureux parce que c'est la journée d'adoption d'animaux de compagnie. Et ici, je me trouve présentement avec Madame Sandra Desmeules. Bonjour, Madame. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et Mustang, est-ce que tu vas bien, toi, mon beau Mustang? Ça va bien, il est calme. Oui. Mustang est un chien qui a été en adoption, qui a été adopté et
Mustang a suivi des cours de redressement de comportement parce qu'il avait des problèmes de comportement. Donc, c'est un bel exemple à donner à la population que parfois, il y a des chiens. Ce chien-là, Mustang, était malheureusement, là, on lui donnait comment dire? Non, exactement. Pas beaucoup de chance parce qu'il y avait des problèmes au niveau de des problèmes de comportement et on ne pensait pas qu'il pouvait être réinséré. Donc, grâce à Astuces Canines, ils nous ont permis de réinsérer ce chien-là. Et regardez. Très calme, on le voudrait tous. Oui. On le voudrait tous. Et aujourd'hui, justement, ici, il y a des refuges qui sont ici. Il y a le fournisseur d'animaux de compagnie, de services d'animaux de compagnie de la Ville de Laval, une école de dressage. Et tout ce beau monde-là est ici pour trouver une maison, un refuge pour se faire aimer, pour donner beaucoup d'amour et se faire aimer. Et vous, Madame Desmeules, vous êtes présentement sur un conseil pour une nouvelle réglementation qui a été depuis le 1er avril. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, exactement. Donc, depuis le 1er avril, la stérilisation est maintenant obligatoire chez les animaux, autant les chats que les chiens. Il y a aussi la médaille. Maintenant, on demande aux gens de faire inscrire leur chien, de porter la médaille. Maintenant, c'est obligatoire. Et aussi le micro-poussage. Donc, vous avez jusqu'au 1er janvier 2019 pour faire micro-pousser le chien. Donc, comme le beau Mustang ici, la micro-poussage, c'est qu'on vient mettre ça dans le cou de l'animal. Donc, vraiment, ça ne fait pas mal à l'animal. Ça permet de venir identifier l'animal, tout comme la médaille aussi. Donc, c'est des choses ici. Les gens, ils peuvent venir rester à la journée d'adoption de micro-poussage. Le micro-poussage, c'est sur rendez-vous, par contre. C'est bien important de le dire. Donc, on doit s'inscrire, on apporte notre chien, notre chat, et on peut faire micro-pousser l'animal, et voilà. C'est ça. Aujourd'hui, il y avait 350 personnes. L'atelier était complet, mais pour les gens qui voudraient participer aux prochaines journées, je crois qu'ils peuvent aller sur le site de la Ville de Laval. Oui, exactement. Donc, le www.laval.ca. Il y a aussi la page destinée pour la gestion animalière, donc le www.animaux.laval.ca. Il y a aussi notre page Facebook de la Ville de Laval. Donc, toutes les informations sont là. Effectivement, il va y avoir d'autres journées d'adoption et de micro-poussage compte tenu de la forte demande et compte tenu aussi que maintenant, c'est rendu un règlement obligatoire. Donc, fort probablement, on travaille déjà sur des prochaines dates. On ne peut pas les annoncer parce qu'ils ne sont pas encore officiels. On est à la recherche de salles, mais on s'en vient avec 2 prochaines dates, possiblement cet été et cet automne. Pour bien encadrer la gestion des animaux. Puis, la nouvelle réglementation qui est sortie le 1er avril dernier aussi, ça parle beaucoup de la responsabilisation des gens. Parce que, oui, on peut tomber en amour, on peut avoir des coups de cœur. Aujourd'hui, j'en ai vu plusieurs, je suis tombée en amour plusieurs fois. Mais il y a des responsabilités qui viennent avec ça et c'est important. Exactement. Surtout, entre autres, en ce qui a trait aux gardiens de chiens. Vraiment, on demande aux gens de se responsabiliser. Quand vous avez un chien, par exemple, maintenant, on demande, c'est obligatoire d'avoir une laisse. Vous allez promener votre chien, vous devez avoir une laisse. Aussi, en ce qui a trait à la demeure, à la propriété, quand vous avez un animal, vous êtes responsable d'avoir une clôture sécuritaire pour votre animal. Donc, voilà ce qu'on demande. Et aussi de renouveler le permis à chaque année, avoir la micropuce aussi. Donc, c'est plein de petites choses, dans le fond, pour permettre d'avoir une gestion animalière plus éthique et de responsabiliser les gardiens des animaux. Parfait. Et encore, tous les détails sont présents sur le site pour les gens qui voudraient aller. Exactement, sur le site de la Ville. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Desmeules. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Et nous, on va faire le tour. On va aller voir les animaux, les refuges qui sont ici. Alors, je vous invite à me suivre. Je me trouve présentement avec Alexandrine du Berger Blanc. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Alors, dites-moi, quel service vous offrez, vous, au Berger Blanc? En fait, le Berger Blanc, comme j'expliquais, c'est le centre animalier qui dessert la Ville de Laval au grand complet. Donc, aujourd'hui, on participe à la journée d'adoption parce qu'on a un volet centre d'adoption, mais on offre également d'autres services. Donc, on accepte des animaux quand les gens doivent s'en départir, malheureusement. On récupère aussi les animaux qui sont errants, donc on fait une recherche de propriétaires. Les animaux qui ne sont pas réclamés, malheureusement, à ce moment-là, sont évalués et sont mis en adoption. Donc, on essaie de leur donner une deuxième chance à ce moment-là. Puis, on va également faire des cueillettes. Là, on va récupérer
récupérer des animaux errants dans la rue ou des animaux décédés aussi dans la rue parfois. C'est le berger blanc qu'on appelle à ce moment-là pour la ville de Laval. Donc, vous avez plusieurs volets. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec des chiens. Oui. Des chats ou des chiens? Seulement des chiens? Seulement des chiens pour aujourd'hui. À notre succursale de Laval, on a également des chats qui sont en adoption. Mais aujourd'hui, par esprit de collégialité, il y a plusieurs refuges qui sont uniquement pour des chats. Donc aujourd'hui, on a dit que nous, on allait se concentrer sur nos chiens qui sont disponibles en adoption pour laisser un petit peu plus la lumière à ces chats-là qui cherchent une nouvelle famille aussi. Là. Donc les gens qui ont manqué la journée aujourd'hui peuvent aller sur les lieux? Oui, exactement. Donc sur notre site internet bergerblanc.com, les gens peuvent voir les photos des animaux qui sont disponibles en adoption, mais également les heures d'ouverture. Donc on ne fait pas uniquement des journées d'adoption comme ça. Notre centre d'adoption est ouvert à tous les jours. Donc les gens peuvent aller voir les heures d'ouverture. C'est un peu les gens se présentent sur les lieux directement, venir rencontrer les pensionnaires, ils peuvent les sortir aussi, passer du temps avec eux. Puis on conseille toujours de venir avec leurs animaux, avec leur famille, pour qu'on puisse faire une mise en contact là, de tout le monde avec les chiens qui sont disponibles en adoption. Vous êtes venu avec combien de chiens ce matin? Aujourd'hui, on avait une bonne quinzaine de chiens. Là, il nous en reste 4, je crois, donc 4 ou 5. Donc oui, on a eu un bon tour d'adoption, plus qu'une dizaine pour l'instant. Puis la journée n'est pas terminée, donc on espère qu'ils vont tous se faire adopter aujourd'hui. C'est vraiment des journées qui fonctionnent bien pour les adoptions. Oui, non, c'est vraiment un bon coup de pouce, surtout qu'on a certains de nos pensionnaires qui sont avec nous depuis 1 mois, 2 mois déjà. Des fois, un petit peu délaissés, malheureusement, parce qu'ils sont plus âgés ou des chiens de type pitbull. Donc dans ces journées-là, au moins, on essaie de mettre la lumière sur ces animaux-là qui, des fois, sont mis de côté, malheureusement. Là. Oui. Merci beaucoup, Alexandrine. Bonne fin de journée. Merci. Voilà, c'est ce qui conclut l'édition de TV Laval Nouvelle. Je vous souhaite très bon courage si vous êtes aux prises avec des inondations sur le territoire lavallois. Espérant que vous avez fait preuve de solidarité, qu'il y a beaucoup de gens pour vous aider. On vous envoie plein d'énergie positive. Et entre-temps, bien évidemment, je vous invite à jouer dans les prochaines minutes à notre célèbre ici, le Bingo TV Laval. C'est 3 500 $ à gagner, dont 2 000 $ pour la carte pleine. Plus de détails sur notre site internet, le tvrl.ca. Tous les dimanches matin, c'est Bingo et je vous dis à très bientôt.